Tu l'appelles ton âme sœur. Mais c'est peut-être seulement ta blessure, portant un masque sacré. Ce qui semble être le destin au début n'est peut-être qu'un miroir sombre placé devant toi, exactement là où tu n'as pas encore appris à te voir. Et tu sais, ça fait peur, parce que l'illusion la plus dangereuse n'arrive pas en montrant les dents. Elle arrive avec une familiarité troublante, avec des phrases qui semblent anciennes, des regards qui semblent te reconnaître avant même que tu aies parlé, avec une intensité si précise qu'on se dit « ce ne peut pas être un hasard ». Mais Carl Jung aurait été prudent avec cette certitude, parce que, pour Jung, l'âme ne se trompe pas seulement par faiblesse, elle se trompe aussi par désir de complétude. On veut trouver à l'extérieur ce qu'on n'a pas encore réussi à unir à l'intérieur. Ce n'est pas que tu sois naïve, c'est qu'il existe en toi une partie affamée de sens, et quand quelqu'un apparaît en touchant exactement cette fin, l'esprit commence à transformer la coïncidence en mission, l'intensité en preuve, la tension en appel spirituel. Et c'est là que la première fissure s'ouvre. Ce que tu appelles connexion n'est peut-être pas de l'amour, c'est peut-être de la projection. La projection, chez Jung, n'est pas une idée abstraite. C'est quand une partie oubliée de ta propre âme s'échappe de toi et va se poser sur le visage d'une autre personne. Comme si un vieux projecteur commençait à projeter un film sur un mur lézardé, et que tu confondais la lumière du projecteur avec le mur lui-même. Tu regardes cette personne, et tu crois voir quelqu'un d'extraordinaire, mais tu vois peut-être une image de toi-même, amplifiée, encadrée, éclairée par un manque qui a appris à se déguiser en destin. Voilà. Et ça change tout, parce que quand tu confonds un narcissique avec ton âme sœur, la première chose qui arrive n'est pas la douleur. La douleur vient après. D'abord vient l'enchantement. D'abord cette sensation d'avoir enfin été choisi par quelque chose de plus grand. Sa persona, cette surface sociale que Jung observait comme un masque nécessaire pour évoluer dans le monde, apparaît trop polie, trop ajustée, presque parfaite. Pas comme un masque de carnaval, évident et coloré, plutôt comme une vitrine illuminée dans une rue vide à 3 heures du matin. Tout là-dedans semble fait pour attirer exactement celui qui est perdu. Et tu t'approches, la persona sourit. La persona écoute. La persona reflète tes mots avec une précision qui ressemble à de l'intimité. Tu dis que tu aimes la profondeur, et il devient profond. Tu dis que tu tiens à la loyauté, et il parle comme s'il était né pour protéger. Tu montres ta blessure, et il semble en connaître le nom avant même que tu l'aies raconté. Mais la persona n'est pas l'être entier. C'est la porte peinte, et nous, quand nous avons faim d'appartenance, nous tombons amoureuses de la peinture avant de vérifier s'il y a une maison derrière. Je l'ai vu tant de fois. La personne ne tombe pas amoureuse seulement de l'autre. Elle tombe amoureuse de la version d'elle-même qui apparaît reflétée dans cette présence. Plus désirable, plus singulière, plus choisie, plus vivante. Et c'est là que l'illusion narcissique commence à réclamer le premier sacrifice silencieux. Pour maintenir le fantasme en vie, tu commences à ignorer de petites fissures. Une froideur qui est venue trop tôt. Un changement brusque de ton. Une absence qui ne correspond pas aux promesses. Tu le sens, mais tu recules. Tu le perçois, mais tu l'excuses. L'âme prévient, mais le désir répond plus fort. Et avant de comprendre ce qui se passe, la question cesse d'être « Est-ce que cette personne me fait grandir ?» et commence à devenir « Combien de moi dois-je taire pour continuer à être aimé ?» Et cet échange est presque invisible au début. Mais il y a ici un détail essentiel. Savoir que cette attirance est une projection de ton propre manque ne comble pas le vide dans la poitrine et ne te protège pas quand il revient te chercher avec quelques belles paroles. Comprendre seulement la théorie ne ferme pas le robinet par lequel tu perds ta vitalité chaque jour. Pour traverser cette phase de manque et de dépendance émotionnelle sans te briser et sans céder à la tentation de retourner vers le faux miroir, il existe un chemin structuré qui organise cette protection.
Fondé sur les enseignements pratiques de désidentification de l'ego, j'ai mis en place un processus spécifique appelé méthode AVE. Il travaille précisément avec cette triade: alignement, vibration et essence. Seulement 7 minutes par jour créent la protection intérieure nécessaire pour que tu apprennes à couper ces crochets émotionnels et à combler ton propre vide. Ce n'est pas une théorie vague, c'est un protocole direct pour arrêter la perte d'énergie vitale et fermer l'accès de ton âme à ceux qui ne savent que la drainer. Si tu n'en peux plus et que tu as besoin de cette solution maintenant, l'accès complet se trouve dans la description, parce que personne ne disparaît d'un seul coup. On disparaît en petites concessions, dans des rires qui n'étaient pas sincères, dans des excuses que même ta propre bouche ne croit pas, dans des messages auxquels on répond avec la peur de paraître trop. La vérité est plus complexe, vois-tu? Ce n'est pas seulement que cette personne exige quelque chose de toi, c'est qu'une partie de toi commence à collaborer à cette exigence, parce qu'elle croit que si tu es suffisamment parfaite, suffisamment patiente, suffisamment compréhensive, la promesse initiale reviendra. Mais elle ne revient pas de la même façon. Elle revient comme appât. Jung attirerait ici l'attention sur l'ombre, pas comme un monstre caché dans la cave. L'ombre, c'est ce que nous avons repoussé hors de l'image que nous essayons de maintenir de nous-mêmes. Une colère non assumée, un manque honteux, un orgueil blessé, une faim d'être choisi. Au quotidien, elle apparaît quand tu acceptes une petite humiliation et que tu appelles ça de la maturité. Quand tu ressens de la jalousie, de la peur, du désespoir, mais que tu souris pour paraître sereine. Quand ton corps se tend près de l'autre, mais que ton esprit dit du calme, c'est de l'amour intense. Non, ça peut y ressembler, parce que ça touche des régions très anciennes. Mais l'ombre projetée fonctionne comme un animal nocturne derrière une vitre sombre. Tu ne vois pas la forme entière, tu perçois seulement les yeux qui brillent quand la lumière les effleure. Et quand celui qui opère ainsi perçoit ses yeux en toi, il commence à nourrir exactement le point où tu as le moins de défense. Il n'a pas besoin de tout contrôler. Il suffit de toucher la bonne blessure. La conséquence concrète est brutale. Tu cesses de réagir à ce qui se passe et tu commences à réagir à ce que tu espères qu'il se passe. Tu n'es plus face à la personne réelle. Tu es face à la promesse, au souvenir, au premier mois, au premier message, au premier regard. Et chaque fois qu'il s'éloigne, se refroidit, te trouble, disparaît ou change de ton. Tu n'interprètes pas ça comme un signe de désalignement. Tu l'interprètes comme une épreuve, comme quelque chose que tu dois traverser pour mériter le retour de l'enchantement. Si tout cela te parle, reste avec moi, parce que cette inversion est le point où beaucoup de gens perdent des années de leur propre vie, sans se rendre compte qu'ils appellent prison un lien. L'ombre, quand elle n'est pas reconnue, ne demande pas la permission. Elle dresse un autel à l'intérieur de la relation. Et sur cet autel, tu commences à offrir ta spontanéité, ton intuition, ta joie, ta capacité à dire non. Chaque offrande semble petite. Une conversation que tu évites, une opinion que tu ravales, une amitié que tu laisses de côté parce qu'ils n'aiment pas ça. Et peu à peu, ta vie se rétrécit, comme un long couloir dont les murs se rapprochent d'1 centimètre chaque nuit. Tu marches encore, mais tu n'ouvres plus les bras. Et il y a ici une perversion silencieuse de l'idée d'âme sœur. Parce que la vraie âme sœur, si l'on peut utiliser cette image, n'exige pas que tu trahisses ton intégrité pour maintenir le lien. Elle n'a pas besoin que tu effaces tes contours. Elle ne se renforce pas quand tu te diminues. L'illusion narcissique, si. Elle grandit quand tu doutes de ta propre perception. Et il se passe quelque chose d'encore plus profond quand tu commences à appeler amour ce doute, parce que le doute, à ce stade, cesse d'être un signal d'alarme et devient une forme de religion intime. Tu commences à croire que souffrir pour cette personne signifie qu'elle a de la profondeur, que perdre ton centre signifie que quelque chose de grandiose est en train de se passer, que si cette relation te bouleverse autant,
Il doit y avoir une raison plus profonde derrière. Mais vois-tu, parfois la raison existe. Seulement ce n'est pas celle que tu voulais. Parfois la psyché ne dit pas « c'est ton âme sœur ». Elle dit « voici l'endroit exact où tu t'es abandonné toi-même ». Et c'est la couche que presque personne ne veut toucher. Parce qu'il est plus facile de dire que l'autre a tout manipulé, que cette personne a brouillé ton esprit, qu'il est arrivé avec la bonne persona, au bon moment, avec les bons mots. Et oui, cette dynamique peut se produire. Je l'ai vu tant de fois. C'est toujours le même schéma. Quelqu'un affamé de reconnaissance rencontre quelqu'un habile à paraître la réponse. Mais si on s'arrête là, on perd la partie la plus transformatrice. La question la plus difficile n'est pas seulement « pourquoi m'a-t-il fait ça ?» La question qui ouvre la porte sombre est « quelle part de moi a accepté d'appeler ça le destin ?» Non pas pour te culpabiliser, pour te rendre à toi-même. C'est ici qu'entre l'individuation, peut-être l'une des images les plus exigeantes de Jung. Pas comme une belle idée de connaissance de soi. L'individuation, c'est quand l'âme commence à t'arracher tout ce qui a été emprunté, hérité, imité, obéi, pour que quelque chose de vrai puisse tenir debout. Au quotidien, cela apparaît quand tu réalises que tu as passé des années à plaire pour ne pas être abandonné, à être compréhensive pour qu'on ne te trouve pas difficile, à te taire pour ne pas perdre ta place dans la vie de quelqu'un. La métaphore est celle-ci. Imagine une sculpture recouverte de plusieurs couches de cire chaude. Chaque relation ancienne en a coulé une couche. Chaque peur en a ajouté une autre. Chaque abandon a passé la main dessus et dit « Reste comme ça, c'est plus sûr ». Quand une illusion narcissique apparaît, elle ne crée pas la sculpture. Elle réchauffe la cire. Tout commence à fondre. Tu crois perdre ta forme à cause de l'autre, mais tu vois peut-être pour la première fois combien de formes fausses étaient collées à toi. Ça fait mal, mais ça révèle. La conséquence concrète est que cette relation commence à fonctionner comme un couloir de miroir déformant. Dans l'un, tu te vois irrésistible. Dans un autre, insuffisante. Dans un autre, coupable. Dans un autre, choisi. Dans un autre, jetable. Et plus tu cherches le vrai miroir, plus tu t'éloignes du corps qui se tient immobile au milieu du couloir. L'individuation bloquée, c'est exactement ça. Vivre en réagissant aux reflets, au lieu de revenir à l'axe intérieur qui les observe tous. Et le narcissique, ou cette personne, ou celui qui opère ainsi, devient dangereux non seulement par ce qu'il fait, mais par ce qu'il éveille. Il éveille le mendiant émotionnel que tu avais caché derrière ton intelligence. Il éveille l'enfant qui croit encore que l'amour doit se mériter. Il éveille la partie qui préfère une miette chargée d'intensité à une présence simple, entière, constante. C'est étrange, n'est-ce pas? On dit qu'on veut la paix. Mais parfois on ne reconnaît comme amour que ce qui reproduit l'ancienne tension. Le tournant commence ici. Peut-être que cette histoire ne parle pas d'avoir trouvé la mauvaise âme sœur. Peut-être qu'elle parle de découvrir pourquoi ton âme a appelé foyer un endroit où tu devais retenir ta respiration. Et maintenant vient la partie qui change tout, parce que quand tu réalises cela, la question cesse d'être à propos de lui et commence à ouvrir une faille bien plus profonde en toi. La faille où tu commences à percevoir que tu as peut-être donné trop de pouvoir à une image. Et quand cette prise de conscience arrive, elle n'arrive pas comme la paix. Elle arrive comme un vertige. Parce que retirer la projection de quelqu'un, c'est comme ôter un drap rouge d'un vieux meuble et découvrir qu'en dessous, il n'y avait pas d'autel. Il y avait une chaise ordinaire, du bois usé, de la poussière dans les coins, un objet humain, limité, incapable de porter le poids sacré que tu avais posé là. Et la psyché tremble, parce qu'elle n'a pas perdu seulement une personne, elle a perdu le fantasme qui organisait sa souffrance. Tu vois, c'est la partie que presque personne ne comprend. Tu ne souffres pas seulement parce que l'autre a été froid, ambigu, séducteur,
absent, contradictoire. Tu souffres parce qu'une partie de toi avait construit un temple entier autour de l'idée que, si cette personne te choisissait enfin, tout en toi serait confirmé. Ta beauté, ta valeur, ton histoire, ton destin. Et quand la projection commence à tomber, ce n'est pas seulement lui qui rétrécit. Le fantasme qui soutenait ton identité commence lui aussi à s'effondrer. Voilà, c'est ici qu'entre l'énantiodromie, l'une des idées les plus sombres et les plus révélatrices de Jung. Elle montre comment une énergie, quand elle va trop loin dans une direction, commence à se transformer en son contraire. Au début, tu appelles ça du don de soi. Ensuite, ça devient effacement. Au début, tu appelles ça de la compréhension. Ensuite, ça devient abandon de soi. Au début, tu appelles ça de l'intensité. Ensuite, ça devient épuisement. C'est comme une bougie placée sous un globe de verre. La flamme semble protégée, presque sacrée, mais elle consume le propre oxygène jusqu'à s'éteindre par la structure même qui semblait la garder. Dans la vie quotidienne, cela apparaît quand tu essaies d'aimer tellement, de comprendre tellement, de pardonner tellement, de rester tellement, que soudain tu ne reconnais plus ton propre visage. Ce qui avait commencé par « je ressens tellement de choses pour cette personne » se transforme en « je ne sais plus ce que je ressens sans cette personne ». Ce qui semblait être une connexion devient une dépendance aux signaux. Un message change ton humeur. Un silence change ta journée. Un compliment te soulève. Une absence te défait. Et tu appelles ça un lien profond, alors que c'est peut-être seulement ton énergie psychique qui tourne autour d'un centre faux. Dis-moi, tu as déjà vécu ça? Tu as déjà senti que quelqu'un avait le pouvoir d'allumer et d'éteindre ton âme d'un simple geste? Commente quelle partie a résonné le plus en toi, parce que ça révèle plus qu'il n'y paraît. Le renversement du pouvoir commence quand tu cesses de te demander pourquoi il ne m'aime plus comme avant, et que tu commences à te demander pourquoi j'ai accepté de devenir satellite de quelqu'un qui ne m'offrait pas de sol stable. Cette question n'est pas confortable. Elle coupe. Mais c'est une coupure qui redonne des contours. Parce que le soi, chez Jung, n'est pas une voix douce qui te dit de belles phrases à l'oreille. Le soi est comme une boussole enfouie sous la neige, silencieuse, immobile, attendant que le soleil fasse fondre suffisamment de couches pour que tu puisses la voir à nouveau. Il ne supplie pas d'être entendu. Il pèse. Il crée un malaise quand tu trahis ta propre vérité. Il fait se fermer le corps quand la bouche dit « tout va bien ». Il fait échouer le sommeil quand l'esprit insiste pour justifier. Et quand la projection se retire, le soi commence à rappeler l'énergie que tu avais déposée dans l'autre. Sauf que ce retour ne ressemble pas à une libération au début. Il ressemble à un manque de fantasme. Il ressemble au froid. Il ressemble au vide. Il ressemble à une nuit qui devient trop grande. C'est ça, l'âme ne revient pas entière d'un coup. Elle revient en fragments. Un désir ancien, une colère lucide, un souvenir oublié de qui tu étais avant de te mouler au désir de quelqu'un. Et maintenant, vient ce qui change tout. Parce que quand ces fragments reviennent, une question encore plus dangereuse commence à naître en toi. La question n'est plus comment faire pour être aimé de cette personne, mais qui est-ce que je deviens quand je cesse d'avoir besoin qu'elle me choisisse? Et cette question est presque insupportable au début, parce qu'elle te fait sortir du théâtre. Elle éteint les fausses lumières. Elle retire la musique dramatique qui faisait que chaque éloignement semblait être le destin. Chaque retour, un miracle. Chaque miette, un signe. Soudain, tu commences à voir la scène s'enfumer. Une personne là-bas, avec ses limites, ses jeux, ses défenses, ses contradictions. Et toi ici, avec ta faim, ta mémoire, tes attentes, ton ombre. La projection, quand elle tombe, ne fait pas disparaître l'autre. Elle le ramène à sa taille humaine. Le choc, c'est de réaliser que tu as peut-être appelé âme sœur quelqu'un qui servait de crochet pour une part de toi, qui ne supportait pas de rester seule avec elle-même. Ça fait mal parce que ça libère.
Sa persona perd de son éclat, la tienne aussi. Parce que jusqu'ici, tu as peut-être porté le masque de celle qui comprend tout, supporte tout, pardonne tout, ressent trop, aime différemment. Mais sous ce masque, il y avait une négociation silencieuse. Je disparais un peu, mais en échange, tu me donnes la sensation d'être spécial. Tu vois, c'est la phrase que personne ne veut dire à voix haute. L'illusion narcissique ne survit pas seulement grâce au charme de l'autre. Elle survit grâce à la récompense secrète qu'elle offre à l'ego blessé. Elle te fait te sentir choisi par quelqu'un de difficile, de rare, d'inaccessible. Et plus il semble inaccessible, plus ton désir interprète la distance comme une valeur. C'est ici que tout se réorganise. Ombre, persona, individuation, énantiodromie, soi. Ce ne sont pas des pièces séparées. Ce sont des mouvements de la même scène intérieure. La persona crée la scène. L'ombre choisit le rôle que tu nies en toi. La projection transforme l'autre en écran. L'énantiodromie pousse le don de soi jusqu'à ce qu'il devienne perte de soi. L'individuation commence quand tu ramasses ce que tu avais éparpillé. Et le soi, silencieux, comme un phare couvert de sel sur une côte abandonnée, continue d'émettre sa lumière, même quand tu insistes pour naviguer dans la mauvaise direction. La conséquence concrète est simple, mais féroce. Tu cesses d'avoir besoin. Tu ne cesses pas d'aimer comme si tu appuyais sur un bouton. Tu ne deviens pas pierre. Tu ne deviens pas froide. Laisse-moi reformuler, parce que c'est là que réside le danger. Cesser d'avoir besoin, ce n'est pas mépriser l'autre. C'est lui retirer la fonction de prouver que tu existes. C'est cesser d'utiliser la réponse de quelqu'un comme document de ta dignité. C'est ressentir de la nostalgie sans transformer cette nostalgie en ordre. C'est avoir envie d'écrire et pourtant écouter le silence de ton propre centre avant de courir vers l'ancien autel. Voilà. À ce moment-là, le fantasme sent qu'il est en train de mourir et il lutte. Il murmure que tu exagères, que peut-être il va changer maintenant, que peut-être la prochaine conversation va tout résoudre, que peut-être ce regard, ce souvenir, cette promesse, ce début sont encore la vérité cachée derrière tout. Mais la partie la plus profonde de toi a déjà perçu quelque chose de terrible. Quand l'amour exige que tu t'abandonnes pour continuer à exister, ce n'est pas l'amour qui réclame la permanence. C'est une image blessée qui demande de la nourriture. Et le vide apparaît. Ce vide n'est pas un échec. C'est l'espace qu'occupait auparavant le fantasme. Comme une pièce dont on aurait retiré tous les miroirs. Au début, elle semble pauvre, froide, presque sans vie. Mais pour la première fois, tu peux marcher sans te voir déformé à chaque pas. Pour la première fois, la question cesse de tourner autour de lui. Et maintenant, sans le masque, sans l'autel, sans la promesse enivrante, il ne reste plus qu'à affronter ce que personne ne peut faire à ta place, qui est de revenir à toi-même sans transformer ce retour en vengeance. Parce que la sortie n'est pas de haïr celui que tu as confondu avec le destin. La haine maintient encore l'autre au centre. Elle organise encore tes journées autour de la même figure. Seulement maintenant avec du feu, au lieu de la nostalgie. La sortie commence quand tu peux regarder cette personne et te dire intérieurement, sans théâtre, sans supériorité, tu as porté quelque chose qui m'appartenait pendant un temps, mais ça n'a jamais été à toi. C'est le retrait final de la projection. Pas comme quelqu'un qui arrache un bijou des mains d'un voleur, mais comme quelqu'un qui récupère une lampe oubliée dans une maison où il n'habite plus. Et alors commence le vrai travail. Tu commences petit, sans grande déclaration, sans promesse héroïque. Tu commences à remarquer quand ton corps se ferme, quand ta voix se réduit, quand tu as envie de trop t'expliquer, quand un message sans réponse essaie de te tirer vers le vieux couloir. L'individuation, maintenant, n'est pas une montagne lointaine.
C'est l'acte presque invisible de choisir de ne pas te mentir dans les 5 prochaines respirations. C'est tout. L'ombre n'a pas besoin d'être combattue comme une ennemie. Elle a besoin d'être reconnue comme une messagère. Ce manque que tu cachais, cette colère qui te semblait laide, cette faim d'être choisi, tout cela doit sortir du souterrain. Au quotidien, cela signifie admettre « Oui, je voulais être sauvé. Oui, j'ai accepté moins parce que j'avais peur de tout perdre. Oui, j'ai confondu l'intensité avec le sens. » Et quand tu le dis sans te détruire, quelque chose change. L'ombre cesse de conduire dans l'obscurité et vient s'asseoir à côté, encore agitée, mais visible. La persona change aussi. Tu cesses de porter le masque de la femme spiritualisée qui supporte n'importe quoi. Tu cesses de jouer la maturité alors qu'en réalité, tu saignes en silence. Ce n'est pas devenir brutal, c'est être vrai avant d'être agréable. C'est laisser ta présence avoir des contours, comme une porte de vieux fer, rouillée sur les bords, mais qui se ferme enfin quand quelque chose ne doit plus entrer. Et le soi commence à apparaître dans les gestes simples. Il apparaît quand tu ne réponds pas sous l'impulsion, quand tu renoues avec une amitié que tu avais abandonnée, quand tu entends une vieille chanson et te souviens que tu existais avant cette histoire, quand tu dors une nuit entière sans répéter des conversations imaginaires. Le soi ne crie pas victoire, il allume une lumière douce au fond de la maison. L'énantiodromie fait alors son dernier tour. L'excès de don de soi devient retour à soi. Le manque de limite devient limite. La faim d'être choisi devient capacité de choisir. Ce qui a failli détruire ta forme devient le feu qui durcit l'argile. Non pas pour te fermer à l'amour, vois-tu, ce serait une autre prison. Mais pour que la prochaine fois, l'amour n'ait pas besoin d'arriver comme une tempête pour sembler réel. Mais savoir tout cela seul ne comble pas le vide que l'illusion a laissé dans ta poitrine. Et le plus important, ça ne corrige pas cet instinct en toi de courir en arrière vers l'endroit où tu dois disparaître pour être aimé. Parce qu'il y a une partie pratique que la théorie des livres ne résout pas quand le manque se fait sentir. La méthode AVE est la structure pratique qui travaille avec les 3 piliers de cette guérison intérieure. Restauration de l'alignement de ton centre, élévation de ta vibration en protégeant ton champ contre les appâts narcissiques et reconnexion avec ta véritable essence pour que tu cesses de mendier de l'amour là où il n'y a que de la projection. Ce sont 7 minutes par jour qui transforment ce coup que tu as encaissé en la plus grande armure de ta vie, scellant ton énergie pour que tu deviennes entière à nouveau. Si tu sens que tu as besoin de lever ce bouclier aujourd'hui et de cesser de perdre ton énergie dans des fantasmes, le chemin vers l'accès complet se trouve à la première ligne de la description et dans le commentaire épinglé. Même si tu ne cliques sur aucun lien, rien qu'en étant arrivé jusqu'ici, tu as déjà brisé le sortilège de la projection. Mais si tu veux protéger ton champ définitivement et cesser de servir de miroir aux ombres des autres, clique maintenant sur le lien et commence la méthode. Ta véritable intégrité t'y attend. Et si cette vidéo a touché un endroit que tu ne savais pas encore nommer, reste proche. Commente quelle phrase est allée le plus loin en toi. Non pas pour nourrir l'exposition, mais pour marquer dans le monde une décision intérieure. J'ai vu le schéma. Je n'ai plus besoin d'appeler effacement le destin, parce que le vrai amour a grandi. Il n'exige pas que tu disparaisses pour maintenir un fantasme en vie. Il ne réclame pas ton intuition comme paiement. Il ne transforme pas le silence en punition, ni la présence en récompense. Le vrai amour te trouve entière, ou du moins en train d'essayer de revenir à ta propre intégrité et ne s'offense pas de ta croissance. Au fond, Jung dirait peut-être que la fausse âme sœur n'est pas venue pour te compléter. Elle est venue pour te montrer le vide où tu as essayé de t'abandonner. Et quand tu te tiens face à ce vide, sans te mettre à genoux, sans l'appeler destin, sans donner ta lumière à celui qui n'aimait que son reflet, quelque chose d'ancien se lève en silence.
Tu n'as pas trouvé ta moitié. Tu as retrouvé ton centre.